Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, moi c'est Kevin Cessel, je suis diététicien, docteur en nutrition et en métabolisme, et on va voir aujourd'hui un petit peu le top 10 des aliments qu'on devrait mettre dans notre alimentation pour rester en bonne santé. Bien entendu, je vais pas parler de plein d'aliments qu'il faut aussi mettre dans son alimentation pour être en bonne santé. Ici, c'est les aliments qui souvent pêchent un peu dans notre alimentation, alors que les autres, dont je vais pas forcément discuter, vous allez voir que vous les avez la majorité du temps. Et on n'oublie pas non plus que ce que je vous présente, il va falloir ajouter des petites notes de plaisir. Il y en a plein dont je vais pas discuter, qu'il faudra mettre par petites touches dans votre alimentation pour garder l'idée de l'équilibre, mais aussi du plaisir. Et dites-vous bien que l'un ne va pas sans l'autre. Si on est que dans l'équilibre ou que dans le plaisir, dans tous les cas finalement on se trompe un petit peu. Alors numéro 1, c'est les légumes. Pourquoi les légumes? Les légumes en fait sont très riches en fibres, en vitamines et en minéraux, qu'ils sont aussi riches du coup dans une catégorie de nutriments qu'on appelle les phytonutriments, et ces phytonutriments, dites-vous bien, qu'ils sont ultra intéressants. On en retrouve plein dans le monde végétal. On sait pas encore exactement tous les effets qu'ils ont. On peut citer par exemple les polyphénols ou le resveratrol, c'est celui qui a été un petit peu le plus étudié. Et finalement, on pense que ces phytonutriments qu'on retrouve dans nos aliments végétals, sont très bons pour la santé puisqu'ils activeraient des voies métaboliques qui permettraient du coup de rester en bonne santé. Les légumes sont aussi du coup très rassasiants et faibles en calories. Je vous avais fait une vidéo sur l'équilibre alimentaire où on avait vu que finalement, la majorité des légumes, c'est à peu près 90% d'eau, donc les 10% restants seulement peuvent être des calories. Et bien souvent, en fait, ça veut dire que quand on mange un bol de tomates, finalement, on mange un bol d'eau. Mais avec plein de petites choses qui sont quand même intéressantes. Alors, l'idée que ce soit très rassasiant, c'est parce que c'est très riche en fibres. Ça va jouer sur deux gros impacts. Premier impact, c'est le rassasiement qu'on va avoir au cours d'un repas. Je vous avais montré que le fait de mettre une crudité en entrée ou de mettre des légumes dans son assiette, finalement, vu qu'on remplit son estomac avec un aliment qui est faible en calories, on va être calé, mais on va pas forcément apporter trop de calories à notre corps. Et en fait, c'est ça qui va être intéressant, puisque on se rend compte qu'en mettant en place un légume versus pas de légumes, automatiquement, je vais manger plus ou moins de calories si je mets un légume ou pas de légumes. Donc, en règle générale, les légumes ont la capacité de permettre d'avoir une baisse de l'apport calorique sur un repas. Autre point important, justement parce qu'ils sont riches en fibres, c'est que ça va jouer du coup sur la satiété. En fait, le rassasiement, dites-vous bien que c'est l'opposé de la faim, mais pendant un repas. La satiété, c'est le temps où je n'ai pas faim entre deux repas. Et ici, l'avantage des fibres des légumes, c'est que globalement, ils vont avoir tendance à jouer un petit peu sur notre sentiment de satiété, et en fait, on va se rendre compte que le temps qu'on va tenir entre deux repas va être plus important grâce aux légumes. C'est pour ça que les légumes, il faudrait qu'ils représentent à chaque repas au minimum la moitié de l'assiette, midi et soir. D'accord? C'est pas juste je fais féculent le midi avec une viande et puis le soir je fais juste légumes avec autre chose. Il faut que sur chaque repas, la majorité de l'assiette en fait soit composée de légumes. Ici, je suis pas en train de vous dire de vous mettre au régime et de manger des légumes à l'eau. C'est vraiment pas le principe. Et c'est vraiment pas le but. On cuisine des légumes qui sont goûtus, qui sont bons. On peut faire des gratins, on peut les faire revenir à la poêle avec de l'huile d'olive. Je vous avais aussi parlé du coup du fait que minimum, il devrait représenter la moitié de l'assiette. Donc on pourrait se dire, tiens, je mets la moitié de l'assiette, c'est de la ratatouille par exemple. Et puis j'avais même poussé le vice dans le raisonnement, dans la petite vidéo qui s'affiche ici, je vous avais montré les études, que finalement mettre une entrée en légumes, que les légumes soient crus ou cuits, ça a un intérêt puisque du coup dans l'assiette principale et dans le fin des repas, on aura tendance à moins manger du reste parce qu'on s'est déjà calé avec un aliment qui était plutôt faible en calories. Donc numéro 2, les épices qui vont très bien avec les légumes. Finalement, si je vous dis manger des choux-fleurs cuits à l'eau, alors certains peuvent apprécier, certes, mais la majorité d'entre nous, si je vous dis de manger des légumes cuits à l'eau, honnêtement c'est fade, et puis on se lasse très vite. En fait, faut réapprendre un petit peu à cuisiner en mettant plein d'aromates divers et variés pour vraiment que ça ait du goût. Moi par exemple, un inconditionnel quand je fais des légumes, c'est je mets de l'huile d'olive, je fais revenir avec de l'ail et de l'oignon, et puis après je vais mettre mes légumes. Et je vais rajouter au choix soit du curry, du paprika, du sel, du poivre, je peux rajouter du persil, de la ciboulette, du basilic, de la menthe, ça va vraiment dépendre de votre recette. Mais finalement, si je fais, imaginons une poêlée de courgettes, je vais pas mettre juste mes courgettes cuites à l'eau dans une poêle. Sinon, honnêtement, je vous avouerai que je n'en mangerai pas. Mes courgettes, je vais les faire revenir avec de l'oignon, un petit peu d'huile d'olive, dedans je vais rajouter des fois ça va être du curry, courgettes au curry, c'est assez sympa à accompagner avec de riz et une escalope de poulet. On peut aussi déglacer un peu avec des alcools pour donner un petit peu de goût à ce qu'on est en train de cuisiner. Puis si vous avez un reste d'alcool, ça permet de le finir. Un reste de vin blanc, un reste de bière, un reste de vin rouge. D'accord? Donc c'est tout autant d'astuces qu'il faut utiliser pour faire en sorte que ces légumes soient bons et que vous ayez envie de les manger. Finalement, si vous mettez quelque chose dans votre assiette et que vous n'avez pas envie de le manger, ça n'a pas de sens. Autre intérêt finalement aussi des épices, des condiments et des herbes fraîches, c'est qu'ils sont généralement assez riches en vitamines, en minéraux et en phytonutriments. Alors on est bien d'accord qu'on n'en met pas des tonnes. Si on regarde la quantité de curry ou même de persil que vous mettez dans un plat, à part le taboulé libanais, vous n'allez pas en mettre des quantités astronomiques. Donc ça reste quand même assez anecdotique, l'apport, mais finalement
finalement, mis bout à bout, quand vous ajoutez un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, eh ben ça reste quand même un apport qui est non négligeable sur votre journée. Numéro 3, les fruits. Les fruits, comme les légumes finalement, sont riches en fibres, en vitamines et en minéraux. Et pour cela, ils sont quand même ultra intéressants. Et comme les légumes, ils vont être très rassasiants et généralement assez faibles en calories. Alors, ils sont généralement un petit peu plus riches que les légumes, et encore que ça va dépendre lequel vous comparez. Mais si on regardait les fruits, on a des fruits à 5% de sucre, à 10% ou à 15%. Dans la mesure où la majorité de l'aliment, en fait, c'est de l'eau, et ben en fait c'est remplir son estomac avec un aliment, mais qui va être finalement très riche en eau et donc très faible en calories. Le fait aussi qu'il soit assez riche en fibres, et ben ça a les mêmes impacts que ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur le rassasiement au cours d'un repas. Ça va aussi jouer sur votre satiété, c'est-à-dire votre temps entre deux repas où vous n'avez pas faim. Et en fait, en règle générale, si vous mettez pas mal de fruits et de légumes dans votre alimentation, vous aurez tendance à étendre et à étirer ce temps. Bien entendu, il ne faut pas que des fruits et des légumes sur le repas, puisque sinon, malheureusement, les fibres ne vont pas agir correctement, il va manquer des petits éléments pour votre corps, et ça marchera pas. Donc, je vous avais mis spécifiquement comment on compose un repas équilibré, et dans le repas équilibré, tous les items sont importants. On avait revu le modèle des 5 doigts, à savoir une entrée en crudité, après un légume cuit, une protéine, un féculent, un produit laitier et un fruit. Et bien entendu, il faut de la matière grasse. Quand on cumule tout ça, en fait, tout ça interagit de façon assez harmonieuse, et ça va permettre justement d'étirer le temps entre les repas, et en fait de ne pas avoir de fringales où on serait tenté de manger des petites cochonneries. Donc pour ce qui est des fruits, on vous bassine à la télé avec « pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour », mais c'est vrai en fait. Pour notre santé, il faudrait au minimum manger 2 fruits par jour. 3 portions de légumes, 2 fruits. Donc en fait, midi et soir, finalement, on devrait avoir un fruit dans notre alimentation. Donc quand on parle d'un fruit, une portion de fruit, il faut toujours vous dire que c'est à peu près la taille d'une pomme. Donc une pomme, une poire, imaginons que c'est un bol de fraises, on pourrait dire, si c'est des petits fruits, ce sera plutôt 2 abricots, si vraiment ils sont tout petits, ça peut être 3, ça peut être 2 kiwis, pareil, s'ils sont plus ou moins gros, ça peut être 2 ou 3, les clémentines, même principe, une banane, une orange, donc dites-vous bien, à la louche, une portion de fruits, en fait, c'est à peu près la taille d'une pomme. Et en fait, plus vous variez, mieux c'est, et il faudrait aussi se dire, essayez de manger des fruits de saison, parce que, effectivement, nos fraises qu'on importe l'hiver, d'une, elles sont pas très très bonnes, et de deux, elles sont pas très écologiques, et en plus, elles sont excessivement chères. Donc finalement, ça a pas trop de sens. Autant manger des fruits et des légumes de saison, c'est d'autant plus intéressant. Petit bonus pour ce point numéro 3, puisqu'on a fait les fruits, les épices, les condiments, les herbes fraîches et les légumes, finalement, dites-vous bien que les légumes et les fruits, qu'ils soient frais, surgelés ou en conserve, ils sont tous bons, d'accord ? Posez-vous toujours la question de si j'ai pas de légumes dans mon assiette, par quoi je vais remplacer ce vide? Ce qui se passe souvent, imaginons qu'on fasse une escalope de poulet, du riz et puis une ratatouille, finalement, si j'ai pas la ratatouille, c'est le riz qui va venir remplacer la ratatouille. Sauf qu'on n'est pas du tout dans le même apport calorique. Souvent, on se dit, ouais, mais c'est moins bien de le prendre surgelé ou en conserve. Effectivement, il y a quelques petits fifrelins de choses qui ont disparu. Notamment quelques petites vitamines qui vont être thermosensibles ou quelques éléments. Ok, c'est vrai. Mais entre se poser la question du petit fifrelin qui a disparu versus ne pas avoir de légumes dans son assiette, en fait, c'est 2 poids 2 mesures. Mieux vaut avoir un légume congelé ou un légume surgelé que de ne pas en avoir, en fait. Et puis on est tous pareils, quand on rentre le soir, on est crevé, on a eu une bonne journée de boulot, faut encore cuisiner, on n'a pas envie d'y passer des heures, finalement, l'avantage de la conserve et du surgelé, et surtout, moi je trouve de la conserve, c'est que vous l'ouvrez, vous le faites chauffer, c'est prêt. Vous avez juste à agrémenter 2-3 épices, et vous avez directement votre plat. Tout ce qui peut simplifier la vie, en fait, est intéressant. Alors, on s'arrête un petit moment, justement, ça fait écho aux 3 premiers points, on a fait le top 3, à mon sens, de ce qui se combine bien, et ce qui est des inconditionnels à chaque repas. Donc on a vu, finalement, les condiments, les légumes, les fruits et les épices. Et en fait, ces 4 aliments sont globalement assez riches en vitamines et en minéraux. Et quand on mange nos 5 portions de fruits et légumes par jour, on a tellement de vitamines et minéraux par justement ces aliments qu'il n'y a pas besoin de prendre de compléments alimentaires. On fait tous des petites cures des fois l'hiver, de prendre des petits compléments alimentaires en vitamines, en minéraux, mais ça sert strictement à rien. En fait, dites-vous bien qu'une alimentation équilibrée permet de couvrir tous les besoins en nutriments, et surtout en micronutriments, que sont les vitamines et les minéraux. Il y a même quand même des études qui montrent que les compléments alimentaires sont même potentiellement néfastes à la santé. Pour ceux qui auraient envie, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vraiment vous voulez une vidéo spécifiquement sur des compléments alimentaires. On pourra en placer plein en revue, et puis voir ceux qui pourraient à la limite être intéressants, et ceux qui ne le sont pas du tout. Ici, attention, je suis en train de vous dire, c'est des compléments alimentaires qu'on achète nous-mêmes dans le commerce,
parce qu'on se dit que ça va nous booster. Je suis pas en train de vous parler d'un médecin qui vous a recommandé de prendre un complément parce que vous êtes carencé en une certaine vitamine ou un certain minéral. Là, si votre médecin vous le recommande et vous le prescrit, il faut le prendre. Là, on est dans l'idée que j'en prends au cas où, ce qui est différent. Numéro 4, l'huile d'olive. L'huile d'olive est ultra intéressante et les huiles végétales au sens large, on verra, il y a une fausse bonne idée, mais finalement l'huile d'olive est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle est déjà riche en graisses insaturées. Dites-vous bien qu'une huile, quand elle est liquide à température ambiante, c'est qu'elle est majoritairement composée de gras insaturés. Et on sait que ces gras insaturés sont plutôt intéressants pour la santé, et notamment dans l'huile d'olive, on va retrouver beaucoup d'acides gras monoinsaturés, qu'on appelle aussi les oméga 9. Et ces oméga 9, on sait, de par l'alimentation méditerranéenne ou le régime crétois, qui en consomme généralement beaucoup, que c'est plutôt protecteur pour la sphère cardiovasculaire. Et le gros intérêt de l'huile d'olive, c'est qu'elle tient la cuisson, et qu'on peut aussi l'utiliser en assaisonnement. Et elle peut faire les deux. Elle a un point de fumée qui est assez élevé pour qu'on l'utilise en cuisson. Et on se dit toujours, ouais, mais si on l'utilise en cuisson, on va la dénaturer. Un petit peu, c'est vrai, mais au moins, elle va pas générer de composés cancérigènes comme pourrait faire le beurre. Allez, numéro 5, l'huile de colza. Alors, pourquoi l'huile de colza ? L'huile de colza, elle est assez intéressante parce qu'elle contient, comme les huiles végétales liquides, des graisses insaturées, donc pour cela elle va être intéressante, et aussi parce qu'on retrouve finalement dans cette huile de colza un petit peu d'oméga 3. On n'en a pas des tonnes, on va avoir une huile juste après qui en contient beaucoup plus, mais c'est une huile qui est quand même pas très chère et qui contient des oméga 3. Et finalement, dans l'alimentation occidentale de nos jours, on a un rapport oméga 6, oméga 3 qui est déséquilibré. On sait qu'on mange trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3. Donc pour essayer de contrecarrer ce déséquilibre, il faudrait essayer d'augmenter un peu nos oméga 3. Pour augmenter les oméga 3, ça peut être d'utiliser par exemple l'huile de colza en assaisonnement, et finalement, un peu d'huile de colza, un peu d'huile d'olive, sur tous les repas, on va avoir des bonnes graisses, et donc on va permettre à notre corps de bien fonctionner. Donc on en arrive à notre numéro 5 étoiles, 5 étoiles, on va dire 5 bonus, c'est l'huile justement de lin. Si vous voulez vraiment optimiser vos apports en oméga 3, l'huile de lin contient plus de 50% d'oméga 3 dans ces acides gras qui la composent. Donc vraiment, l'huile de lin est très très intéressante, puisque les oméga 3, on sait que ça protège contre les maladies cardiovasculaires, ça permet le bon développement du cerveau, ça a plein de rôles cognitifs, et puis plein d'autres rôles. Donc c'est plutôt intéressant d'essayer de mettre un peu plus d'oméga 3 dans son alimentation. L'huile de lin, par contre, deux petites précisions, elle ne se cuit pas, cette huile, elle n'est que pour l'assaisonnement, et une fois que vous l'avez ouvert la bouteille, généralement la conservation est au frigo. Et en plus, la problématique, c'est qu'elle est excessivement chère. En règle générale, vous allez la retrouver en petites bouteilles de 250 ml, au prix de d'autres bouteilles d'huile de 1 litre. Ça peut être une alternative, si vraiment, on va dire qu'un des freins pour vous, c'est le frein financier, l'huile de colza est une très bonne alternative. Alors, on va s'arrêter juste une petite seconde sur une fausse bonne idée que j'entends de plus en plus de la part de mes étudiants et qu'on voit de plus en plus sur YouTube, l'huile de coco. Je vous ai dit, vous avez vu, jusqu'à maintenant, j'ai insisté sur les huiles végétales liquides à température ambiante. Quand une huile est liquide, on sait que la nature de ces acides gras, c'est des insaturés parce que l'insaturation crée une espèce de coude qui crée une instabilité moléculaire. Ce qui fait qu'à 20 degrés, chez vous, l'huile va rester liquide. Maintenant, posez-vous la question, l'huile de coco, est-ce qu'elle est liquide ? Bah non, elle est solide à température ambiante. Toute matière grasse qui fige à température ambiante, c'est que généralement, elle est très riche en graisses saturées. En règle générale, on trouvera toujours une petite exception, mais si vous prenez l'exemple du beurre, c'est vrai, le saindoux, c'est vrai, le suie, c'est vrai, et l'huile de coco fait pas exception. L'huile de coco est très riche en gras saturés, et on sait que ces graisses saturées, si on en consomme trop, elles sont délétères pour la sphère cardiovasculaire. L'utiliser de temps à autre, comme tout aliment, c'est intéressant, mais pas de façon récurrente. Ça doit pas devenir notre matière grasse qu'on utilise tous les jours. Ce n'est pas une bonne idée. Numéro 6, les poissons. On a une reco en France, dans le PNNS, c'est 2 fois du poisson par semaine. Et les poissons, pourquoi ils vont être intéressants ? Déjà parce qu'ils amènent des protéines, mais ils sont aussi d'autant plus intéressants parce qu'ils amènent des oméga 3. Tiens, les oméga 3, on en a parlé avant avec l'huile de lin, donc vous voyez, il y a plusieurs façons d'avoir accès à des oméga 3. Dans ces oméga 3, il y en a 2 qui sont très particuliers, c'est l'EPA, DHA. Ces 2 oméga 3 sont très très intéressants. Et en plus, l'intérêt et le gros intérêt des poissons gras, c'est qu'ils amènent de la vitamine D, celle qui peut faire défaut un petit peu l'hiver. En parlant de la vitamine D, on va passer au numéro 7. Le numéro 7, je l'ai découvert sur le tard, c'est un aliment qui est excessivement riche en vitamine D. C'est le foie de morue. Le foie de morue est ultra riche en vitamine D. C'est le champion du monde en vitamine D. Quand on va sur le Sequal, on retrouve le foie de morue à pertiser et goûter. Donc c'est le foie de morue qu'on pourrait acheter en conserve. Il contient 54,3 microgrammes pour 100 grammes de vitamine D. Sachant tout de même que nos besoins en vitamine D sur une journée, pour un homme et une femme de plus de 18 ans, on est sur du 15 microgrammes. Donc finalement, si vous mangez un petit peu de foie de morue une fois par semaine, imaginons,
bah vous allez quasiment couvrir les 3/4 de vos besoins en vitamine D. Là, si j'en mange 100 grammes, vous vous imaginez, j'ai 4 fois la dose, un peu moins, 3 fois et demi la dose que j'ai besoin pour mon corps pour fonctionner par jour. Le foie de morue, comment je vous le conseille? Alors, si vraiment vous êtes curieux et que vous avez envie de goûter, ça a le goût un petit peu d'une rillette de poisson. Essayez, faites le test à l'aveugle, vous le dites pas à vos convives, vous achetez, donc ça se vend en boîte, c'est pas excessivement cher, vous le tartinez sur des petites tartines grillées de pain complet par exemple, et vous servez ça en toast à l'apéro. Et puis vous voyez un petit peu les réactions. Et vous verrez qu'en fait, je pense que la majorité de vos convives, bah moi je l'ai déjà fait, se rendent pas compte, pensent que c'est vraiment une rillette de poisson. Et souvent ils disent « Ah, elle est sympa ta rillette, c'est quoi, t'as mis quoi dedans, c'est de la sardine ?» Et en fait non, c'est du foie de morue. Donc voilà, si ça vous intéresse, essayez, vous allez voir, vous allez être étonné de la réaction. On passe au numéro 8. Le numéro 8, les oléagineux et les graines. Que ce soit les noix, les amandes, tous les oléagineux, on pourrait citer aussi les graines de chia, les graines de courge, les graines de lin, les cerneaux de noix, les noisettes. Tous ces aliments sont intéressants parce qu'ils sont riches en oméga 3. Ah tiens, les oméga 3, qu'on n'a pas assez dans notre alimentation. Ils sont riches en fibres et ils sont riches en vitamines et en minéraux. Donc pour toutes ces raisons, ils vont être intéressants à mettre dans notre alimentation, et en règle générale, on recommande à peu près une petite poignée par jour. Moi j'aime beaucoup les mettre dans la salade. Si vous faites des crudités en entrée, d'amener en fait un peu de graines de courge ou des petites graines des oléagineux à l'intérieur, du coup ça vous donne du croustillant à votre salade. Et c'est quand même plutôt top parce que ça casse un peu du coup la douceur et le côté un peu mou de votre crudité en donnant un petit peu de croquant. Donc en termes de cuisine, moi je l'utilise beaucoup justement, des petites graines comme ça à saupoudrer au-dessus des salades vertes, c'est excessivement bon. On passe au numéro 9, le numéro 9, les féculents complets. On sait en fait que les féculents complets, si on compare par exemple des pâtes blanches et des pâtes complètes, elles sont globalement au même prix, sauf que les pâtes complètes ont été fabriquées avec de la farine qui est plus complète, donc qui contient finalement la cosse de la céréale, donc plus de fibres, plus de vitamines et plus de minéraux. Et tout ce qui est vraiment ultra différenciant, c'est les fibres. Donc comme tous les féculents, ça va être riche en glucides complexes. Mais finalement, le fait de rajouter des fibres avec fait que bah ça nous cale plus, et on revient toujours au même impact que les fruits et les légumes, c'est rassasiant, et ça va donner un sentiment de satiété assez important et assez prolongé. Les féculents complets sont nécessaires matin, midi et soir. À tous les repas, on devrait avoir des féculents. Les féculents, c'est vraiment ce qui fait que ça nous tient au ventre et qu'on est calé pendant longtemps. Faites le test, vous faites un repas où vous faites que des légumes, vous faites un repas où vous faites avec des féculents, et bien vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas avoir faim de la même façon dans l'après-midi. On entend souvent, il y a plein de mythes de « Ah ouais, mais les féculents, le soir, ça fait grossir ». Non, c'est pas tant le féculent qui fait grossir, c'est la quantité que je vais en mettre, d'accord ? Donc, en règle générale, un féculent dans l'assiette, pour le repas du midi et le repas du soir, ça devrait à peu près représenter un quart de l'assiette. À peu près. Si vous faites beaucoup de sport, on n'est pas sur un quart de l'assiette, on est à plus, hein. Mais pour le commun des mortels, on est à la louche à peu près à un quart de l'assiette en féculents. On peut monter à un tiers, on oscille entre un quart et un tiers, mais finalement, c'est ce qui va permettre de couvrir nos besoins en glucides sur une journée, de pas avoir faim entre les repas. Autre chose qu'il faut pas oublier, c'est que finalement, c'est soit j'ai du féculent dans mon assiette, soit par exemple, je mange du pain complet. Pour vous donner une approximation, vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre, ou un mix des deux, mais un quart d'assiette en féculents, ça représente à peu près 2-3 tranches de pain. Vous savez, les tranches qu'on coupe à la machine, en fonction du pain, du calibre du pain, on va être sur 2-3 tranches. Donc ça vous permet un peu de jongler, de vous dire, bah non, en fait, finalement, je veux pas de féculents dans mon assiette, vous pouvez. Et vous prenez du coup un peu de pain. Et auquel cas, pas de souci. Pareil, hein, on privilégiera du pain complet, du pain au seigle, tous les pains en fait qui sont plus sombres que le pain blanc classique. On en arrive au numéro 10. Le dernier, c'est les légumineuses. Les légumineuses, elles ont longtemps été mises de côté, notamment, on connaît tous l'histoire avec les flageolets que ça fait péter. Certes, c'est un peu plus riche en fibres, mais ça fait pas péter plus qu'un autre aliment, d'accord ? Finalement, dites-vous bien que votre microbiote, c'est 2 à 3 kilos de micro-organismes que vous hébergez, fermentent, et c'est normal d'avoir des gaz. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu de la digestion et de notre transit. Les légumineuses sont ultra intéressantes parce que contrairement par exemple aux céréales blanches, eh ben elles vont contenir la cosse et elles vont contenir plus d'éléments. Elles sont un peu plus riches en protéines que les céréales et elles sont riches en glucides complexes et en fibres. Et toujours pareil, le fait que ce soit riche en glucides complexes et en fibres, bah ça nous tient au ventre entre deux repas. Et ce qui évite, bah au final, d'avoir faim entre les repas et d'être tenté d'aller à la machine où on prend un petit aliment industriel pour se caler parce que, bah, en fait, on n'a pas assez mangé sur le repas. La recommandation qu'on a en France pour les légumineuses, c'est 2 fois par semaine, et c'est en remplacement des féculents. Alors, si vous êtes végétalien, vegan ou végétarien, les lentilles, vous pouvez les optimiser différemment. D'accord ? Là, je parle vraiment pour un omnivore classique. Finalement, on peut se dire que les légumineuses remplacent la part de féculents. Si vous êtes arrivé jusque-là de la vidéo, je vous félicite. Vous avez bien tenu jusqu'au numéro 10, et du coup, vous avez le droit à 2 bonus qui sont quand même top, et que je recommande de temps en temps. Vous allez voir, il y en a un plaisir,
Un autre pour moi qui est très plaisir, mais qui va dépendre un peu de votre culture culinaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Comme ça, moi, dès que je reposte une vidéo, vous êtes avertis. Et puis moi, ça me motive aussi d'autant plus à vous faire toujours plus de contenu. N'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires des contenus que vous voudriez voir. Je vous fais des contenus, mais finalement, des fois, je me demande si je réponds vraiment à ce que vous avez envie de voir. Et vu que la nutrition et l'alimentation, moi, c'est ma passion, et c'est aussi mon métier, je vous propose les vidéos que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à mettre plein de com. Moi, je veux ça, moi, je veux ça, moi, je veux le microbiote, ou des questions que vous vous posez, je vous réponds avec plaisir. Allez, sans plus attendre, les deux bonus. Bonus numéro 1, c'est les abats. Souvent, les abats ont cette fâcheuse tendance à être ragoûtants. Finalement, moi qui suis lyonnais, les abats, ça a toujours fait partie un petit peu de ma culture et de la cuisine de mes parents, de mes grands-parents, de ma cuisine aussi. Et en fait, ils sont ultra intéressants puisque c'est les champions du monde en vitamines et en minéraux. Si vous prenez un truc comme le foie de veau par exemple, allez voir sur le Sequal les quantités de vitamines que vous pourrez retrouver, notamment la vitamine A par exemple, le fer, c'est des quantités qui sont astronomiques. Donc de temps en temps, je vous dis pas d'en manger tous les jours, une fois par semaine par exemple, ça peut être intéressant parce que justement vous allez faire le plein de vitamines et minéraux. Et donc existe encore plus les compléments alimentaires. Parce que là, je vous ai donné tous les aliments qui sont très riches en vitamines et en minéraux. Bonus numéro 2, le bonus numéro 2, c'est le chocolat, et notamment le chocolat noir. En fait, le chocolat noir, pour le côté plaisir, est ultra intéressant, et aussi parce qu'il va être très riche en magnésium et en fer. Donc là, encore une fois, on est dans l'optimisation des nutriments. À mon sens, c'est quand même un aliment plaisir. Faut pas déraper sur la tablette de chocolat. On est sur le petit carreau en dégustation à la fin du repas avec le café, par exemple. Finalement, il a du sens parce qu'il amène des bonnes matières grasses, et il est très riche en magnésium et en fer. D'ailleurs, en parlant du café, j'ai fait une petite vidéo sur les bienfaits santé du café. Si ça vous intéresse de la voir, vous avez juste à cliquer ici et on se retrouve tout de suite.